Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai pris une décision. Au lieu de faire mes lectures seulement en enregistrant, je vais me filmer en train de le lire euh, pour parce que c'est plus simple comme ça. C'est plus simple pour moi et c'est le fun de voir d'avoir une image pendant toute la vidéo, de voir quelqu'un lire pour de vrai. Je pense que ça va être plus intéressant pour vous. Donc, aujourd'hui, je vais lire les premiers et deuxième chapitres de L'écume des jours de Boris Vian, un classique de l'absurde, mais je vais faire la présentation évidemment de ce livre-là. Donc, vous allez en savoir un peu plus sur cette œuvre magnifique que j'ai découverte il y a quelques années. Ça a été une de mes lectures obligatoires et c'est une des meilleures lectures obligatoires que j'ai eu à faire. Donc, commençons. Donc, premier et deuxième chapitre. Donc, chapitre 1. Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé, au sortir du bain, d'une ample serviette de tissu bouclé dont seules ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère, de verre, le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange pareils aux sillons que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Colin reposa le peigne et, s'armant du coupe-ongle, tailla en biseau les coins de ses paupières mates pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent, car elle repoussait vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s'en approcha pour vérifier l'état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant scellés dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe. Il détacha la serviette qui lui saignait les reins et passa l'un des coins entre ses doigts de pied pour absorber les dernières traces d'humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait, le blond qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Canteen. Il avait la tête ronde, les oreilles petites, le nez droit, le teint doré. Il souriait souvent, le sourire de bébé, et, à force, cela lui a fait venir une fossette au menton. Il était assez grand, mince, avec de longues jambes, et très gentil. Le nom de Colin lui convenait à peu près. Il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur, le résultat, il dormait. Il vida son bain en perçant un trou dans le fond de la baignoire. Le sol de la salle de bain, dallé de grès cérame, jaune clair, était en pente et orientait l'eau vers un orifice situé juste au-dessus du bureau du locataire de l'étage inférieur. Depuis peu, sans prévenir Colin, ce dernier avait changé son bureau de pièce. Maintenant, l'eau tombait sur son garde-manger. Il glissa ses pieds dans des sandales de cuir de roussette et revêtit un élégant costume d'intérieur. Son pantalon était de velours à côte vert d'eau très profonde et son veston de calmant de noisette. Il accrocha la serviette au séchoir, posa le tapis de bain sur le bord de la baignoire et le saupoudra de gros sel afin qu'il dégorgeât toute l'eau contenue. Le tapis se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses. Il sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine afin de surveiller les derniers préparatifs du repas. Il avait invité à dîner, comme tous les lundis soirs, son camarade Chick, qui habitait tout près. On n'était encore que samedi, mais Colin se sentait l'envie de voir Chick et de le faire goûter le menu élaboré avec une joie sévère par Nicolas, son nouveau cuisinier. Chick était aussi célibataire. Il avait le même âge que Colin, 22 ans, et des goûts littéraires comme lui, mais moins d'argent. Colin possédait une fortune suffisante pour vivre convenablement sans travailler pour les autres. Chick devait aller tous les 8 jours au ministère voir son oncle et lui emprunter de l'argent, car son métier d'ingénieur ne lui rapportait pas de quoi se maintenir au niveau des ouvriers qu'il commandait, et c'est difficile de commander à des gens mieux habillés et mieux nourris que soi-même. Colin l'aidait de son mieux en l'invitant à dîner toutes les fois qu'il pouvait, mais l'orgueil de Chick l'obligeait d'être prudent et de ne pas montrer, par des faveurs trop fréquentes, qu'il entendait lui venir en aide. Le couloir de la cuisine était clair, vitré des deux côtés, et un soleil brillait de chaque côté car Colin aimait la lumière. Il y avait des robinets de laiton soigneusement astiqués un peu partout. Les jeux des soleils sur les robinets produisaient des effets féeriques.
Les souris de la cuisine aimaient danser au son des chocs des rayons de soleil sur les robinets et couraient après les petites boules que formaient les rayons en achevant de se pulvériser sur le sol comme des jets de mercure jaune. Colin caressa une des souris en passant. Elle avait de très longues moustaches noires. Elle était grise et mince, illustrée à miracle. Le cuisinier les nourrissait très bien, sans les laisser grossir trop. Les souris ne faisaient pas de bruit dans la journée et jouaient seulement dans le couloir. Colin poussa la porte émaillée de la cuisine. Le cuisinier Nicolas surveillait son tableau de bord. Il était assis devant un pupitre, également émaillé de jaune clair et qui portait des cadrans correspondant aux divers appareils culinaires alignés le long des murs. L'aiguille du four électrique, réglée pour la dinde rôtie, oscillait entre presque et à point. Il allait être temps de la retirer. Nicolas pressa un bouton vert, ce qui déclenchait le palpeur sensitif. Celui-ci pénétra sans rencontrer de résistance et l'aiguille atteignait à point à ce moment. D'un geste rapide, Nicolas coupa le courant du four et mit en marche le chauffe-assiette. Ça sera bon? Demanda Colin. Monsieur peut en être sûr, affirma Nicolas. La dinde était parfaitement calibrée. Quelle entrée avez-vous préparée? Mon Dieu, dit Nicolas. Pour une fois, je n'ai rien innové. Je me suis borné à plat gigouffé. Vous eussiez pu choisir un plus mauvais maître, remarqua Colin. Et quelle partie de son œuvre allez-vous reproduire? Il en est question à la page 638 de son livre de cuisine. Je vais lire à monsieur le passage en question. Colin s'assit sur un tabouret au siège capitonné de caoutchouc alvéolé, sous une soie huilée assortie à la couleur des murs, et Nicolas commença en ces termes. Faites une croûte de pâté chaud comme pour entrer. Préparez une grosse anguille que vous couperez en tronçons de 3 cm. Mettez les tronçons d'aiguille dans une casserole avec vin blanc, sel et poivre, oignons en lame, persil en branches, thym en laurier et une petite pointe d'ail. Je n'ai pas pu l'aiguiser comme j'aurais voulu, dit Nicolas. La meule est trop usée. Je la ferai changer, dit Colin. Nicolas continua. Faites cuire. Retirez l'anguille de la casserole et remettez-la dans un plat à sauter. Passez la cuisson au tamis de soie, ajoutez de l'espagnol et faites réduire jusqu'à ce que la sauce masque la cuillère. Passez à l'étamine, couvrez l'anguille de sauce et faites bouillir pendant 2 minutes. Dressez l'anguille dans le pâté. Formez un cordon de champignons tournés sur le bord de la croûte. Mettez un bouquet de l'intense et de carpe au milieu. Saucez avec la partie de la sauce que vous avez réservée. D'accord, approuva Colin. Je pense que Chick aimera ça. Je n'ai pas l'avantage de connaître M. Chick, conclut Nicolas, mais s'il ne l'aime pas, je ferai autre chose la prochaine fois, et cela me permettra de situer avec une quasi-certitude l'ordre spatial de ses goûts et dégoûts. Oui, dit Colin. Je vous quitte, Nicolas. Je vais m'occuper du couvert. Il prit le couloir dans l'autre sens et traversa l'office pour aboutir à la salle à manger studio dont le tapis bleu pâle et les murs beige rose étaient un repos pour les yeux ouverts. La pièce, de 4 mètres sur 5 environ, prenait jour sur l'avenue Louis Armstrong par 2 baies allongées. Des glaces sans thym coulissaient sur le côté et permettaient d'introduire les odeurs du printemps lorsqu'ils s'en rencontraient à l'extérieur. Du côté opposé, une table de chêne souple occupait l'un des coins de la pièce. 2 banquettes à angle droit correspondaient à 2 des côtés de la table et des chaises assorties, à coussins de maroquin bleu, garnissaient les 2 côtés libres. Le mobilier de cette pièce comprenait en outre un long meuble bas, aménagé en discothèque, un pick-up du plus fort module et un meuble, symétrique du premier, contenant les lance-pierres, les assiettes, les verres et les autres ustensiles que l'on utilise pour manger chez les civilisés. Colin choisit une nappe bleue claire assortie au tapis. Elle disposa, au centre de la table, un surtout formé d'un bocal de formol à l'intérieur duquel 2 embryons de poulet semblaient mimer le spectre de la rose dans la chorégraphie de Nijinsky. Alentour, quelques branches de mimosa en lanière, un jardinier de ses amis l'obtenait par croisement du mimosa ordinaire, en boule, avec le ruban de réglisse noire que l'on trouve chez les merciers en sortant de classe. Puis il prit, pour chacun, 2 assiettes de porcelaine blanche croisillonnées d'or transparent, un couvert d'acier inoxydable aux manches ajourées, dans chacun desquels une coccinelle empaillée, isolée entre 2 plaquettes de plexiglas, portait bonheur.
Il ajouta une coupe de cristal et des serviettes pliées en chapeau de curé. Ceci prenait un certain temps. À peine achevait-il ses préparatifs que la sonnette se détacha du mur et le prévint de l'arrivée de Chick. Colin effaça un faux pli de la nappe et s'en fut ouvrir. « Comment vas-tu? » demanda Chick. « Et toi? » répliqua Colin. « Enlève ton impair et viens voir ce que fait Nicolas. »« Ton nouveau cuisinier? »« Oui, dit Colin. Je l'ai échangé à ma tante contre l'ancien et un kilog de café belge. »« Il est bien? » demanda Chick. « Il a l'air de savoir ce qu'il fait. C'est un disciple de Gouffé. »« L'homme de la malle? » s'enquit Chick, horrifié. Sa petite moustache noire s'abaissait tragiquement. « Non, ballot, Jules Gouffé, le cuisinier bien connu. »« Oh, tu sais, moi, dit Chick, en dehors de Jean Solpartre, je ne lis pas grand-chose. » Il suivit Colin dans le couloir d'allée, caressa les souris et mit, en passant, quelques gouttelettes de soleil dans son briquet. « Nicolas, dit Colin en entrant, je vous présente mon ami Chick. »« Bonjour, monsieur, dit Nicolas. »« Bonjour, Nicolas, répondit Chick. Est-ce que vous n'avez pas une nièce qui s'appelle Alise? »« Si, monsieur, dit Nicolas. Une jolie jeune fille, d'ailleurs, si j'ose introduire ce commentaire. »« Elle a un grand air de famille avec vous, dit Chick, quoique du côté du buste, on puisse noter quelques différences. »« Je suis assez large, dit Nicolas, et elle est évidemment plus développée dans le sens perpendiculaire, si monsieur veut bien me permettre cette précision. »« Eh bien, dit Colin, nous voici presque en famille. Vous ne m'avez pas dit que vous avez une nièce, Nicolas. »« Ma sœur a mal tourné, monsieur, dit Nicolas. Elle a fait des études de philosophie. Ce ne sont pas des choses dont on aime à se vanter dans une lignée fière de ses traditions. »« Eh, dit Colin, je crois que vous avez raison. En tout cas, je vous comprends. Montrez-nous donc ce pâté d'anguille. »« Il serait dangereux d'ouvrir le four actuellement, prévint Nicolas. Il pourrait en résulter d'une dessiccation consécutive à l'introduction d'air moins riche en vapeur d'eau que celui qui s'y trouve renfermé en ce moment. »« Je préfère avoir, dit Chick, la surprise de le voir pour la première fois sur la table. »« Je n'ai plus qu'approuver, monsieur, dit Nicolas. Puis-je me permettre de prier monsieur de bien vouloir m'autoriser à reprendre mes travaux? »« Faites, Nicolas, je vous en prie. » Nicolas se remit à sa tâche, qui consistait en le démoulage d'aspics, de filets de sole contisés, de lames de truffe, destinées à garnir le hors-d'œuvre de poisson. Colin et Chick quittèrent la cuisine. « Prendras-tu un apéritif? Demanda Colin. « Mon piano-cocktail est achevé, tu pourrais l'essayer. »« Il marche? Demanda Chick. « Parfaitement. J'ai eu du mal à le mettre au point, mais le résultat dépasse mes espérances. J'ai obtenu à partir de la Black and Tan Fantasy un mélange vraiment ahurissant. »« Quel est ton principe? Demanda Chick. « À chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l'œuf battu, et la pédale faible à la glace. Pour l'eau de seltz, il faut un treillis dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée. À la quadruple croche équivaut le 16e d'unité, à la noire l'unité, à la ronde la quadruple unité. Lorsqu'on joue un air lent, un système de registre est mis en action de façon que la dose ne soit pas augmentée, ce qui donnerait un cocktail trop abondant, mais la teneur en alcool. Et suivant la durée de l'air, on peut, si l'on veut faire varier la valeur de l'unité, la réduisant par exemple au centième pour pouvoir obtenir une boisson tenant compte de toutes les harmonies au moyen d'un réglage latéral. C'est compliqué, dit Chick. Le tout est commandé par des contacts électriques et des relais. Je ne te donne pas de détails, tu connais ça. Et d'ailleurs, en plus, le piano fonctionne réellement. C'est merveilleux, dit Chick. Il n'y a qu'une chose gênante, dit Colin. C'est la pédale forte pour l'œuf battu. J'ai dû mettre un système d'enclenchement spécial parce que lorsqu'on joue un morceau trop hot, il tombe des morceaux d'omelette dans le cocktail et c'est dur à avaler. Je modifierai ça. Actuellement, il suffit de faire attention. Pour la crème fraîche, c'est le sol grave. Je m'en vais faire un loveless love, dit Chick. Ça va être terrible. Il est encore dans le débarras dont je me suis fait un atelier, dit Colin, parce que les plaques de protection ne sont pas vissées. Viens, on va y aller. Je le réglerai pour 2 cocktails de 20 centilitres environ pour commencer. Chick se mit au piano. À la fin de l'air, une partie du panneau de devant se rabattit d'un coup sec et une rangée de verres apparut. 2 d'entre eux étaient pleins à ras-bord d'une mixture appétissante. J'ai eu peur, dit Colin, un moment. Tu as fait une fausse note. Heureusement, c'était dans l'harmonie. Ça tient compte de l'harmonie, dit Chick. Pas pour tout, dit Colin. Ce serait trop compliqué. Il a quelques servitudes seulement.
bois et viens à table. Chapitre 2. Ce pâté d'anguille est remarquable, dit Chick. Qui t'a donné l'idée de le faire? Nicolas en a eu l'idée, dit Colin. Il y a une anguille, il y avait plutôt, qui venait tous les jours dans son lavabo pour la conduite d'eau froide. C'est curieux, dit Chick. Pourquoi ça? Elle passait la tête et vidait le tube de pâte dentifrice en appuyant dessus avec ses dents. Nicolas ne sert que de pâte américaine à l'ananas et ça a dû la tenter. Comment l'a-t-il prise? Demanda Chick. Il a mis un ananas entier à la place du tube. Quand elle avalait la pâte, elle pouvait déglutir et rentrer sa tête ensuite, mais avec l'ananas, cela n'a pas marché, et plus elle tirait, plus ses dents entraient dans l'ananas. Nicolas. Colin s'arrêta. Nicolas quoi? Dit Chick. J'hésite à te le dire, ça va peut-être te couper l'appétit. Va donc, dit Chick, il n'en reste presque plus. Nicolas est rentré à ce moment-là et lui a sectionné la tête avec une lame de rasoir. Ensuite, il a ouvert le robinet et tout le reste est venu. C'est tout, dit Chick. Redonne-moi du pâté. J'espère qu'elle a une nombreuse famille dans le tuyau. Nicolas a mis de la pâte à la framboise pour voir, dit Colin. Mais dis-moi, cette Alice dont tu lui parlais. Je l'envisage en ce moment, dit Chick. Je l'ai rencontrée à une conférence de Jean Sol. Nous étions tous les deux à plat ventre sous l'estrade et c'est comme ça que je l'ai connue. Comment est-elle? Je ne sais pas décrire, dit Chick. Elle est jolie. Ah, dit Colin. Nicolas revenait. Il portait la dinde. Asseyez-vous donc avec nous, Nicolas, dit Colin. Après tout, comme disait Chick, vous êtes presque de la famille. Je vais d'abord m'occuper des souris, si monsieur n'y voit pas d'inconvénient, dit Nicolas. Je reviens. La dinde est découpée. La sauce est là. Tu vas voir, dit Colin. C'est une sauce à la crème de mangue et au genièvre, cousue dans les paupiettes de veau tissées. Tu presses dessus et ça sort en filet. Supérieur, dit Chick. Tu ne voudrais pas me donner une idée de la façon dont tu t'y es pris pour entrer en relation avec elle, poursuivit Colin. Eh bien, dit Chick, je lui ai demandé si elle aimait Jean Solpart, et elle m'a dit qu'elle faisait collection de ses œuvres. Alors j'ai dit, moi aussi, et chaque fois que je lui disais quelque chose, elle répondait, moi aussi, et vice-versa. Alors à la fin, juste pour faire une expérience existentialiste, je lui ai dit, je vous aime beaucoup, et elle a dit, oh! L'expérience avait raté, dit Colin. Oui, dit Chick, mais elle n'est pas partie tout de même. Alors j'ai dit, je vais par là. Et elle a dit, pas moi. Et elle a ajouté, moi, je vais par là. C'est extraordinaire, assura Colin. J'ai dit, moi aussi, dit Chick, et j'ai été partout où elle a été. Comment ça s'est-il terminé, dit Colin. Dit Chick, c'était l'heure d'aller au lit. Colin s'étrangla et but un demi-litre de Bourgogne avant de se remettre. Je vais à la patinoire avec elle demain, dit Chick. C'est dimanche. Tu viens avec nous? Nous choisissons le matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Ça m'ennuie un peu, remarqua-t-il, parce que je patine mal. Mais nous pourrons parler de Partre. J'irai, promit Colin. J'irai avec Nicolas. Il a peut-être d'autres nièces. Donc voilà, c'était le chapitre 1 et 2 de l'Écume des jours de Boris Vian. Si ça vous donnait le goût de le lire, ben je suis très content. Et vous pouvez aller vous le procurer. Je crois qu'il est encore assez accessible. C'est un des classiques, un des classiques de la littérature. J'ai oublié le nom. Littérature absurde, c'est ça. Donc, on se revoit pour une prochaine fois. Je vais faire la présentation d'Écume des jours bientôt. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine. Salut!